Alors, petite introduction, j'ai voulu faire cette conférence parce que régulièrement j'ai des personnes qui débutent dans les SEO, qui sont pas là depuis très longtemps, qui me demandent mais comment arriver à en vivre si on n'a pas du boulot à leur filer, parce que ils ont toujours un petit peu de mal à trouver des clients, à rentabiliser des sites, etc. Alors que pour moi aujourd'hui c'est très facile, c'est très facile quand on a un minimum de connaissances en SEO, quand on a un process qui est en place et qu'on comprend comment Google fonctionne, on arrive à avoir des revenus qui peuvent être intéressants et pas négligeables. Je voulais juste vous refaire un petit retour sur mon parcours. Donc moi, tout début des années 2000, je découvre le web. Certains ont connu Lycos, AltaVista, AOL, 56K illimité, c'était la révolution. Et là, j'ai commencé à faire un petit peu d'affiliation et pas mal également donc d'adultes. Et là, bon, j'arrondissais mes fins de mois, c'est-à-dire j'étais salarié et j'arrivais à arrondir les fins de mois avec principalement voilà, des sites qui m'ont rapporté de l'argent avec de l'affiliation. J'étais principalement dans le milieu adulte. L'adulte s'est complètement cassé la figure avec tous les tubes vidéo qui sont gratuits. Et du coup, les revenus, c'était un petit peu fini. Et en 2010, je me suis dit, bon, maintenant, je sais bosser, je sais comment on arrive à avoir de la visibilité. Je vais proposer donc de la prestation à mes clients. J'en ai proposé pendant pas mal d'années. En 2015, je me suis un petit peu focalisé sur la partie netlinking, à monter donc mes propres sites pour vendre du lien de la popularité à mes clients. En 2017, on arrive ma plateforme Semjus. Là, je me suis dit, c'est bien, je lance une plateforme, on va tout automatiser et je vais avoir des revenus passifs. Ça, c'est une grosse erreur. Je bosse plus de 10 heures par jour pour arriver à gérer tout ça. Donc, Semjus n'a pas été, pour l'instant, c'est pas des revenus passifs parce que ça me demande beaucoup de travail. Par contre, à côté, en 2018, j'ai lancé donc un thème SEO pour PrestaShop. Donc, moi, je n'ai que la promo à faire. J'ai quelqu'un derrière qui gère toute la partie support et développement. Et j'ai également développé donc des sites que je monétise aussi. Donc voilà. Donc là, cette partie-là a été mis en place et c'est du revenu passif. Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, ça m'arrondit très bien les fins de mois grâce à ces deux moyens de monétisation. Donc, pour me présenter rapidement, on me connaît pas mal sous le pseudo Créanico. C'est le site que j'ai lancé en 2010 pour la prestation de services. C'est juste la plateforme que j'ai lancée en 2017 pour de l'accompagnement sur les stratégies de netlinking et mon thème SEO Presta, voilà, toujours dans le but de manipuler Google. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre, clairement, pour n'importe quel projet, le souci il est là, c'est le bon nom de domaine, c'est le plus dur à avoir, c'est ce qui va demander le plus de travail, le plus d'investissement, c'est la base de tout projet. Si vous n'arrivez pas à avoir un bon nom de domaine, vous aurez du mal à réellement avoir de la visibilité. Un nom de domaine, ça peut se revendre très cher. Il y a différentes façons donc, de choper des bons noms de domaine. On a deux types de domaines. On a les domaines qui sont supprimés, donc les expirés. Ils sont disponibles immédiatement. Vous pouvez les enregistrer dès maintenant, mais bon, s'ils sont disponibles aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas des métriques exceptionnelles. Donc il y a eu un temps d'interruption. Ils sont restés en parking un certain temps. Et souvent, bon, c'est juste le coût de l'enregistrement. Il y a des outils qui sont payants pour ça, pour vous les lister, mais vous allez seulement enregistrer le nom de domaine au coût de l'enregistrement. Après, vous avez les domaines qui sont en pré-réservation. Donc, c'est des domaines qui ne sont pas encore disponibles, qui seront bientôt disponibles, mais ceux-là, c'est les plus intéressants. C'est ceux-là qu'il faut vraiment aller chercher. Là, vous avez donc des plus belles métriques automatiquement. Les domaines, ils n'ont pas été coupés, c'est-à-dire vous allez le récupérer juste après derrière, il n'y aura pas eu un temps de parking. Par contre, les tarifs sont très élevés. Un bon nom de domaine, ça va commencer à partir autour de 500 € et ça peut monter très cher. On en a eu un il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Nuit debout. Il est parti, je crois, à plus de 15 000 € le nom de domaine. Donc 15 000 €, c'est un gros investissement, mais on peut rapidement le rentabiliser. Donc ici, je vous liste les différentes façons donc, pour recycler un nom de domaine, pour récupérer un nom de domaine. Vous avez le site archive.org, qui est un site qui va justement archiver tous les contenus des différents sites. Donc là, vous recherchez un mot-clé dans archive.org, ça va vous lister différents sites dans une thématique bien précise. Et après, bon, vous prenez tous les sites, vous les exportez, vous allez voir s'il y en a un qui ne serait pas disponible. Ça, c'est facile à faire, vous pouvez trouver parfois des noms de domaine assez sympas. Après, vous avez des outils. Donc, il y a PBN Premium, Expired Domain et Domstock. Les deux premiers, ils vont vous lister
donc des sites qui sont, des noms de domaine qui sont disponibles. Vous pouvez filtrer, c'est assez orienté pour les SEO, par nombre de domaines référents au niveau du TrustFlow, etc. Vous pouvez filtrer assez facilement. Vous avez Domstock, qui est un site qui est proposé par un domaineur qui lui va vous vendre carrément un nom de domaine ou un site sous forme de mini-site. Il y a des choses assez intéressantes chez lui. Et dessous, là, les 4, ce sont donc les plateformes qui vont, entre guillemets, snapper, récupérer les domaines qui vont expirer. Donc là, c'est là où le plus souvent ça part aux enchères et ça coûte assez cher. Moi, personnellement, j'utilise pas trop ces méthodes-là. Moi, ce que j'utilise, c'est simplement contactez-nous, c'est-à-dire je vais souvent chercher des sites existants. Je vais contacter un blogueur, je vais souvent tomber sur un site qui peut m'intéresser. Je vais contacter la personne. Souvent, j'essaie de rester sur des WordPress, parce que WordPress, après, on verra que les différentes plateformes de vente de liens proposent donc des plugins à base de WordPress, donc on peut automatiser les choses avec du WordPress. WordPress est plus facile également pour la revente. Donc du coup, j'essaie toujours de choper des noms de domaine à base de WordPress, et ce sont des sites qui existent. Donc on les paye beaucoup moins cher. J'arrive à payer des sites dans les 1000 €, alors que s'il fallait choper les noms de domaine à snapper, ça se partirait à 2000, 3000 €, et en plus, j'aurais pas le contenu. J'aurais seulement le nom de domaine. Là, je pars avec un site qui est directement prêt à fonctionner. Ça, c'est ma méthode, et j'évite de me battre avec toutes ces enchères où les prix sont complètement délirants. Le souci des SEO, c'est que tout le monde achète des domaines expirés. Dans la salle, ici, qui achète régulièrement des domaines expirés, pour avoir un peu une idée, voilà. Et qui, dans la salle, arrive à remonter tous les domaines qu'il achète. Voilà, vous êtes deux. Vous êtes deux. C'est le gros problème, en fait. Les SEO, ils ont un gros problème. C'est de la boulimie. On achète des domaines, on en achète. On n'a pas le temps de les remonter. On en a plein. Bon, moi, le premier, hein. J'ai peut-être une trentaine de domaines que j'ai pas encore remontés, qui sont là depuis des années. C'est le seul problème. Donc, maintenant, s'il faut se focaliser sur quelque chose et arrêter d'acheter trop de domaines expirés, essayez vraiment de choper la pépite, le bon nom de domaine, celui qui a vraiment de la puissance, qui va rapidement remonter, et vous focalisez sur un seul gros site. Les 3 règles, voilà, on achète, ne pas acheter trop de domaines. On ne remonte pas les sites à la va-vite. Combien de sites je vois qui s'inscrivent chez moi avec un thème qui est dégueulasse, la moitié des termes en anglais, il y a des liens qui marchent pas dessus, etc. Non, essayez vraiment de remonter les choses. Voilà, c'est la qualité avant la quantité. Essayez vraiment de vous focaliser sur la qualité des sites que vous remontez. Ayez moins de sites, mais qui soient plus qualitatifs. Après, donc, ce site que vous allez remonter, automatiquement, il faut qu'il ait une raison d'exister. On arrête, justement, voilà, je suis Julie, j'ai 26 ans, je suis passionné de mode. On arrive sur le site, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a aucune activité, il y a un thème qui n'est pas super. Il faut toujours se dire, voilà, la personne qui va passer sur le site, est-ce que pour elle, le site sera crédible? Alors, je dis toujours, soyez fiers de votre site, il ne faut pas avoir honte de le montrer à votre mère, en fait. Il faut vraiment avoir un site qui soit propre. Pour les visiteurs, c'est important. Essayez de travailler ça correctement. Et essayez aussi également d'avoir des sites qui vous demandent le moins de gestion possible. On va le voir, le but est d'automatiser les choses, d'avoir des revenus qui soient plus ou moins passifs. Attention donc aux projets qui seraient trop lourds et qui seraient justement trop, trop pénibles à gérer au quotidien, qui vont vous demander trop de logistique. Après, on a le choix du CMS. Le choix du CMS, personnellement, je préfère WordPress. Alors, c'est discutable, il y en a certains qui préfèrent partir sur des CMS maison, etc. WordPress, c'est 70% donc des CMS utilisés. On est complètement fondu dans la masse. Il y a de nombreuses possibilités. Avec WordPress, on peut tout faire. On peut faire un site vitrine, on peut faire un blog, un e-commerce, du dropshipping, on peut faire un site en forme de wiki, un genre de forum. On peut quasiment tout faire avec WordPress. Il propose de tout faire. Il y a de nombreuses extensions qui sont possibles. Tout à l'heure, Romain nous a parlé de cloaking, d'obfuscation, etc. Mais avec WordPress, on peut le faire. On peut faire du siloing thématique, on peut faire de l'obfuscation. Il y a des plugins d'affiliation. On peut intégrer de la rédaction sémantique. Il y a des outils qui se connectent à WordPress pour ça. On peut automatiser les publications avec les plateformes de liens. Donc ça, c'est important. Comme WordPress est le CMS le plus utilisé, les plateformes qui vendent du lien ont développé automatiquement le plugin pour WordPress, et surtout à la revente, moi le premier, je cible toujours à acheter un site qui soit sous WordPress. Si c'est un site qui a un CMS maison, ou un CMS un petit peu exotique,
je vais réfléchir avant de l'acheter. Si je l'achète, c'est que vraiment il a de belles métriques, mais j'ai un budget derrière à réinvestir pour faire un script, pour migrer tous les contenus existants sur un WordPress, rediriger, etc. Les obligations, par contre, qu'on a sur WordPress, c'est qu'il faut le maintenir à jour. Ça, c'est un gros souci. J'ai discuté avec un CEO il y a quelques temps. Il m'a dit, moi, j'ai monté un réseau de 50 sites WordPress. Je les ai laissés pendant 2 ans sans m'en occuper. Je suis revenu 2 ans après. Tout était vérolé, hacké, etc. C'est normal. C'est normal. Il faut maintenir son site à jour. Il faut le sécuriser. Voilà. Et WordPress peut être un petit peu lourd, un peu plus lourd qu'un CMS maison. Donc, on essaie d'optimiser les performances de son site pour que ça fonctionne bien. Maintenant, on va voir les différents moyens de monétisation. Il y a vraiment plusieurs moyens de monétiser son site. On va essayer de voir un petit peu ça. Hop. Donc ici, voilà, c'est une liste des principaux moyens pour monétiser son site. Donc là, on a l'e-commerce, le dropshipping, le print on demand, la vente de liens, la publicité, l'affiliation et tout ce qui est lead et action. Donc, on va voir ça en détail. On a donc la partie e-commerce. Donc quand on dit e-commerce, souvent on pense de suite à une boutique qui vend des produits, etc. Donc il y a différentes possibilités de faire du e-commerce. Ça peut être des produits que l'on fabrique soi-même ou que l'on distribue. Romain tout à l'heure nous a parlé d'e-book. Vous pouvez très bien faire de l'e-commerce avec un e-book. Vous avez un site qui serait spécialisé dans la santé, vous vendez un ou plusieurs e-books dans la santé, vous pouvez sans aucun souci avoir un blog dans la thématique santé qui vend des e-books, ça reste du e-commerce. Donc, quand on est sur de la vente de produits physiques, attention, il y a quand même des soucis au niveau de la logistique, c'est quand même assez lourd à gérer la logistique quand ce n'est pas des produits dématérialisés. Il y a là aussi également la gestion et des clients qui peut être un petit peu lourde en e-commerce suivant ce que l'on vend. Et puis il faut être présent au quotidien. Quand on a un stock et des produits, on ne part pas en vacances pendant un mois, on a un e-commerce à faire tourner, c'est quand même un petit peu handicapant. Pour moi c'est très intéressant, voilà, quand on est fabricant ou distributeur d'un produit, ou si on vend des produits dématérialisés. L'e-commerce sera très intéressant pour la monétisation. Après on a le dropshipping. Alors le dropshipping, quand on parle dropshipping, tout le monde pense toujours AliExpress. Donc non, attention, on peut faire du dropshipping avec des produits de type AliExpress par exemple, mais moi je pense également à un artisan. Vous prenez un artisan local qui n'a aucune visibilité, il n'est pas sur le web, c'est quelqu'un de l'ancienne génération, le web c'est pas son truc, il a un super produit mais il n'est pas présent sur le web. Vous pouvez aller voir ce personnage et dire voilà, moi je m'occupe de votre visibilité sur le web, je vais vendre vos produits sur internet, je prends une commission, et c'est lui, bien sûr, qui va s'occuper des expéditions, etc. Mais vous faites du dropshipping. Vous prenez un produit qui n'est pas le vôtre, vous le vendez, vous avez une commission là-dessus. Donc vous pouvez avoir un site dédié, un site e-commerce qui sera dédié donc, au dropshipping, donc une boutique physique, une boutique je veux dire, en ligne qui est dédiée au e-commerce. Et vous pouvez également avoir un site qui est sous forme de catalogue ou de wiki, etc. ou de cocon sémantique, qui va traiter donc une thématique bien particulière, et vous pouvez intégrer dedans donc des produits qui seront mis et des contenus pour justement, mais on parle d'une thématique, de quelque chose de bien précis, je vais positionner les produits associés, ça fonctionne assez bien. On a le print on demand, donc là c'est de l'impression à la demande. C'est un peu le même principe que le dropshipping, sauf que là on va proposer des t-shirts, des pulls, des mugs, etc. qui seront personnalisables. Il n'y a pas trop de logistique derrière, parce que ça reste quand même géré par la personne qui va imprimer et qui va envoyer les expéditions. Dans ce cas-là, ce qui est très important, c'est de faire attention à tout ce qui est taille en fait. C'est les personnes qui vont commander un produit, il y aura un souci de taille, donc il faut faire attention à avoir des guides qui soient bien précis au niveau des tailles, que les personnes arrivent facilement à déterminer quelle taille il leur faut, c'est très important dans ce milieu-là. Après, les marges elles sont faibles, mais c'est intéressant si on fait beaucoup de volume. J'en discutais avec Elliot, un t-shirt, si vous vendez un t-shirt, vous allez gagner à peu près 10 euros sur un t-shirt. Donc pour avoir des revenus intéressants, il faut en vendre quand même beaucoup. Par contre, c'est rapide à mettre en place, il n'y a pas de gestion de stock de livraison, ça peut se gérer à distance. On peut vraiment se concentrer sur la partie acquisition et trafic. Et le délai de livraison est rapide.
Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais quand on est sur le dropshipping, suivant les produits que l'on vend, attention au délai de livraison. En fait, hein. Vous pouvez facilement décevoir un client avec des délais de livraison qui seraient trop longs. On a après donc la vente de liens. Dans la vente de liens, vous allez avoir un site qui va être thématisé dans certaines thématiques. Ça peut être un site dans les travaux de la maison, ça peut être un site qui sera dans la création d'entreprise ou dans la santé, etc. Et votre site va avoir une certaine visibilité. Il y a des personnes qui vont vouloir acheter du lien donc sur votre site. Tout à l'heure, Michael en a pas mal parlé. Le netlinking, c'est simplement, voilà, c'est la base de l'algorithme de Google. Plus on reçoit de liens, des liens de qualité, plus on est célèbre. Donc aujourd'hui, il y a un vrai marché autour de ça où les gens veulent acheter du lien pour gagner de la visibilité. Donc ça demande un petit peu plus de temps pour la mise en place parce que pour vendre du lien et avoir des revenus intéressants, il faut avoir un site qui rank assez bien. Donc ça va vous prendre du temps pour faire ranker ce site-là. Mais une fois qu'il est positionné, qu'il a une bonne visibilité, les liens vont se vendre très bien. Donc c'est complètement passif, hein. Comme je vous le dis, si vous avez un site WordPress, vous avez donc différentes plateformes qui ont des plugins WordPress. Vous installez les plugins, les publications se font automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'intervenir manuellement pour publier les contenus. Ça peut se gérer complètement à distance. Pour moi, c'est le revenu le plus rentable et je vais vous l'expliquer après. Et vous êtes payé donc pour des publications qui viennent enrichir votre site. Donc l'avantage, c'est que vous êtes gagnant deux fois. Vous allez toucher de l'argent quand on vient publier sur le site et ces publications, si elles sont qualitatives et bien écrites, etc., assez complètes, elles vont en plus vous alimenter votre site et vous allez gagner en visibilité grâce à ça également. Et ça peut facilement se coupler à d'autres moyens de monétisation. Vous avez après donc la publicité. Donc la publicité, vous avez ce qu'on appelle donc le CPM, le coût par affichage. Là, il faut avoir quand même des sites qui ont beaucoup de trafic. Vous avez le CPC également, le coût par clic, donc c'est comme Google AdSense. L'inconvénient, c'est qu'il y a des marges qui sont assez faibles. C'est intéressant s'il y a vraiment un gros volume et s'il y a vraiment beaucoup de trafic, hein. C'est surtout les gros médias, de presse qui utilisent ce moyen-là parce qu'ils vont avoir une audience qui est énorme, ils vous ont beaucoup de trafic et donc c'est très intéressant pour eux. Mais pour un petit site, ça sera difficile de réellement tirer des gros revenus par rapport à ça. On a l'affiliation. Donc là, on en a parlé ce matin un petit peu aussi. Ben là, vous avez des marges qui sont faibles également. Si vous faites de l'Amazon, les marges ne sont pas énormes sur Amazon. Il y a beaucoup de sites qui se montent comme ça, des sites de comparatifs, où on va avoir un site qui sera spécialisé dans, par exemple, dans tout ce qui est la cuisine, et on aura plein de tests de robots pour la cuisine, etc. Ces sites-là sont dédiés à bien se positionner sous forme de tests, d'avis, de comparatifs. Et derrière, il y a des liens vers Amazon et on touche un pourcentage vers Amazon. Le souci, c'est que maintenant, c'est qu'on a des gros médias qui débarquent là-dessus. Si vous regardez sur Le Parisien, Le Monde, etc., ils commencent à se positionner là-dessus, à avoir un sous-domaine, et puis ils viennent se positionner sur tous ces comparatifs-là parce qu'effectivement, ils ont compris aussi qu'il y avait de l'argent à gagner là-dedans. Donc il faut faire attention à ça. On a un très bon exemple de site d'affiliation comme ça. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais il y a le site de Marine 2017 qui était un domaine expiré. Quelqu'un a racheté donc le nom de domaine donc de l'ancienne de Marine Le Pen qui voulait se présenter donc au présidentiel en 2017. Ce domaine-là a expiré et la personne a fait un super comparatif avec. Le site a des gros liens. Il avait une forte popularité et du coup le site il est remonté à une vitesse grand V et il est positionné sur des requêtes très concurrentielles. Donc ce site là aujourd'hui ramène des revenus très importants et c'est grâce au nom de domaine qui avait quand même un beau profil de lien et lui a clairement ciblé seulement l'affiliation, il est positionné seulement là-dessus, il ne fait que ça. Après vous avez dans tout ce qui est lead. Dans les leads, c'est souvent c'est tout ce qui est souvent de la mise en relation. Ça peut être pour tout ce qui est de l'assurance mutuelle, des rachats de crédit, des devis travaux, etc. Où là, vous avez un site qui est thématisé par exemple dans les travaux. Vous mentionnez tout ce qui est possible de faire comme travaux dans une maison et vous avez également un formulaire de contact et vous allez vendre automatiquement les leads. Donc là, il faut un trafic qualifié, donc ça va se faire au travers de votre site. Il faut bien implémenter des cookies pour le tracking, c'est très important. Et après, vous êtes rémunéré à la performance, donc c'est un peu plus
un peu plus pertinent, et suivant les leads que vous avez, ça peut être très intéressant, hein, ça peut être plusieurs centaines d'euros pour un lead. Ça peut se gérer également à distance. Après ici j'ai voulu mettre quelques combos gagnants, c'est-à-dire il y a différents moyens de monétisation, mais moi je vous conseille de de combiner plusieurs moyens de monétisation. Il y a différentes façons comme on a vu. Vous pouvez vous focaliser seulement sur un moyen de monétisation, mais aujourd'hui on peut faire par exemple de l'e-commerce, du dropshipping, avoir une boutique qui va être thématisée, je sais pas, par exemple dans l'univers des enfants, avec des produits à la vente dédiés aux enfants, et derrière vous pouvez avoir également donc une partie vente de liens. Alors moi ça je l'ai fait pour quelques-uns de mes sites. Donc moi le dropshipping et l'e-commerce ne m'intéressent pas, ça ne cherche pas forcément à gagner de l'argent avec ça, mais par contre ça me permet de légitimer l'existence du site. Comme on l'a dit tout à l'heure, les sites, il faut qu'ils aient une raison d'exister. On évite d'avoir un blog, voilà, un blog qui tombe du ciel, qui n'a ni queue ni âme. On ne sait pas ce que c'est, il n'y a aucune pertinence à ce qu'il existe. Mais là, on peut avoir effectivement un e-commerce, donc des produits que vous pouvez vendre vous-même ou dropshipping, et on va mettre de la vente de liens derrière sur le blog. Un client qui vient acheter un lien et qui se retrouve sur un site e-commerce, il y a de vraies mentions légales, il y a des conditions générales de vente, on est sur un vrai site. Pour moi c'est un super spot en fait. Et effectivement le dropshipping ça peut être un petit peu lourd à vendre, etc. Vous pouvez mettre des produits effectivement de chez AliExpress, vous mentionnez bien qu'il y aura un mois de délai pour les expédier. Les prix peuvent être assez élevés pour limiter les ventes et on ne cherche pas à vendre, mais par contre voilà, vous avez un site éventuellement qui vendra un petit peu en dropshipping, mais c'est pas le but que l'on a. Par contre c'est un super spot pour vendre du lien derrière parce qu'on est sur un vrai site. Donc ça c'est ce que je préfère. Vous avez également des cocons sémantiques, hein. Tout à l'heure j'en ai parlé, on peut avoir un site qui va traiter une thématique, avoir un beau cocon et on peut injecter dedans donc, différents produits pour de l'affiliation. On peut avoir des sites sous forme de guide, de wiki, avec également de la vente de liens, tout ce qui est prestation de services et lead, hein. Tout ce qui est par exemple, je connais des personnes qui ont des sites dans tout ce qui est les travaux pour la maison, ils vendent énormément de leads et en plus ils vendent du lien à côté, donc c'est aussi très rentable. Le print on demand également. Ce qu'il faut, voilà. Après, si vous voulez cibler la vente de liens, la publicité et l'affiliation, ça peut être combiné ensemble. Le souci, c'est qu'il faut vraiment avoir du gros trafic et une grosse audience. C'est le plus dur à monétiser, mais il faut avoir vraiment un gros média derrière. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une boutique e-commerce avec des produits en dropshipping. Là, un exemple. J'ai pris un exemple concret. On a donc du print on demand. Donc là, on peut faire, donc je me l'étais marqué en note, voilà, je suis papa bricoleur, comme un papa, mais bien plus cool, André le bricoleur du dimanche. Mais là, on peut avoir des sites thématisés dans l'univers bricolage pour vendre des t-shirts dans cet univers-là. Et on peut avoir à côté un blog pour vendre du lien, pareil, dans l'auto, etc. Il y a différentes possibilités, dans le jardin, etc. Voilà. L'idéal, c'est de thématiser un site, d'avoir une raison d'exister, notamment par de la vente. Et après, derrière, on peut vendre du lien. Ça, c'est sur ma plateforme. On peut voir les différents tarifs que l'on touche suivant la visibilité d'un site. On peut combiner les deux. Ça fonctionne assez bien. Donc, la bonne thématique. Il y a des thématiques que l'on vend et des thématiques que l'on ne vend pas. Donc, on évite les sites fourre-tout, hein, les sites où on va tout mettre dessus, aux multi-thématiques. Moi, je préfère avoir des sites qui soient connexes à une thématique, c'est-à-dire si je prends la maison, mais je prends un site qui est dans l'univers de la maison, mais à la maison, je peux faire tout ce qui est décoration, travaux, jardin, etc. Piscine aussi également. On peut faire pas mal de thématiques, mais elles sont connexes entre elles. On évite d'avoir des sites où on aura toutes les thématiques, actualité, auto, entreprise, cuisine, enfants, internet, mode, etc. On évite ça. C'est de moins en moins pertinent. On essaie d'avoir un site qui soit thématisé. Ici, donc ça, c'est un export que j'ai fait donc, de ma plateforme Semjus. C'est pour vous montrer les thématiques que l'on vend le plus. Et ça, ça peut vous indiquer quelle thématique il faut cibler. Donc vous voyez, ce qu'on vend le plus chez nous, c'est la maison bricolage. C'est là où on a le plus de clients qui viennent acheter du lien. Maison, bricolage, déco. On voit derrière, c'est tout ce qui est business B2B. Donc ça, c'est tout ce qui est entreprise, création d'entreprise, services d'entreprise. Ça, c'est les thématiques qui marchent le mieux. Et après, on voit qu'il y a la mode, fashion, beauté, e-commerce. Alors, e-commerce, c'est un petit peu faussé. Parce que ça, ces thématiques-là, ce sont les thématiques que nos clients vont cocher quand ils viennent acheter un lien.
ils viennent cocher la thématique de leur site. Et les clients qui font de l'e-commerce, souvent ils vont cocher la catégorie e-commerce. Mais voilà, donc la catégorie e-commerce, il ne faut pas trop en tenir compte. Mais après, on voit high-tech, informatique, immobilier, auto, moto, mécanisme, tourisme, voyage, finance. Et il y a des thématiques que l'on vend quasiment pas. Hein. On voit ici. Hein. Ça, tout ce qui est ici, c'est ce qu'on vend très peu. Donc du coup, si vous devez monter un site, essayez de rester dans une thématique où il y a le plus de demandes. Moi, clairement, aujourd'hui, si j'ai un conseil, c'est de rester sur tout ce qui est autour de la maison et tout ce qui est autour du business entreprise, la création d'entreprise, les services aux entreprises, etc. C'est ce qui marche le mieux et c'est ce que je peux vous recommander. Hop, voilà. La sémantique. Donc on a pris un super nom de domaine. On a choisi la bonne thématique, les bons moyens de monétisation. Maintenant, ce qui va faire ranker votre site, ce sont les contenus. Donc pour moi, le contenu est clairement roi. Ce matin, on a vu des techniques d'automatisation de contenu. Moi, je travaille plus sur des techniques white hat. Je préfère investir sur des sites et que ce soit durable dans le temps. Je suis un petit peu vieille école, je pense, mais j'aime bien faire des choses qui soient un peu plus pérennes. Et du coup, je préfère prendre mon temps. Mais je vais prendre un bon nom de domaine, je vais bien choisir la thématique. Et après, je prends les outils, donc SEMrush et Rank Explorer. Ce sont des outils qui vont vous aider à trouver donc des mots-clés et voir la visibilité des différents mots-clés. Donc moi, je prends une thématique, j'identifie donc les mots-clés qui sont à fort volume de recherche et j'essaie de rédiger des contenus pour aller me positionner sur ces thématiques-là. Après, il y a des outils d'aide à la rédaction sémantique qui vont vous permettre justement d'écrire des contenus sémantiquement optimisés, donc c'est ce qui va faire que ça va vous faire ranker. Le but, c'est ça, c'est de vraiment, on cible les positions, les mots-clés et du trafic organique. Aujourd'hui, si un site se vend bien, bon, tout le monde parle du TF, du fameux Trust Flow, pour vendre un lien sur un site. Mais aujourd'hui, la visibilité, elle est importante. Pareil, si vous voulez vendre de la publicité, si vous voulez vendre d'autres choses qui ont un rapport avec le trafic du site, essayez d'avoir des bonnes positions et ça passe par la rédaction. On essaie d'avoir une structure donc, qui soit si possible en silo. Donc tous les sites que je monte, j'ai une structure où je vais cloisonner mes univers sémantiques. Donc le siloing, c'est clairement cloisonner tous les contenus de son site. On ne peut pas passer d'un univers à un autre d'un simple clic. Et on va jouer avec l'obfuscation de liens. Si on veut laisser justement les personnes passer d'un lien, si je suis par exemple, j'arrive sur cette page-là, je veux passer ici, je peux laisser passer le lien, mais je vais l'obfusquer pour pas que les robots des moteurs de recherche puissent voir ce lien. Après, on vient pousser le tout avec du lien, c'est-à-dire on a mis du contenu. Maintenant, le but, c'est d'analyser qu'est-ce qui commence à se positionner. Je regarde un petit peu mon site, comment il se positionne, quelles sont les pages que j'ai rédigées qui ont du potentiel, et je vais générer des liens vers ces pages-là. J'identifie donc les gros volumes de recherche, ce sont les pages que je pousse le plus. Je fais monter donc le trafic organique du site, c'est ce qui fait vendre aujourd'hui. Et après, je viens en même temps booster le profil de lien, c'est-à-dire améliorer, peaufiner un petit peu le Trust Flow, le Citation Flow et le nombre de domaines référents. Donc là, on va voir quelques erreurs à éviter. Donc j'essaie d'accélérer un petit peu parce que j'ai Dimitri qui me fait des grands signes là-bas derrière. Donc on essaie d'avoir un design qui soit quand même assez sympa. On ne va pas trop négliger le design du site. On en a parlé. On ne met pas trop de thématiques par site sur chaque site. On ne néglige pas la qualité des contenus. On ne reprend pas des contenus existants. Ça pose souci également. On privilégie la quantité, donc la qualité, privilégie la quantité à la qualité. Je me suis planté, non, c'est la qualité à la quantité. On fait attention d'avoir des blocs qui ont aucun intérêt, c'est-à-dire pourquoi ce site il est là. Il faut qu'il ait une raison d'exister, je le répète. On fait attention à bien rediriger les pages. En fait, quand vous avez un domaine expiré, vous avez des liens qui arrivent à partir d'autres sites. Et l'erreur principale, c'est que souvent les personnes ne vont pas rediriger ces pages-là. Vous avez un backlink qui arrive vers votre site, vers une URL qui était existante avant sur le site. Cette URL n'existe pas. Si elle n'est pas redirigée, vous ne recevez pas le jus de ce lien-là. Donc vous devez absolument rediriger toutes les pages qui recevaient des liens.
On évite de mailler tous les sites entre eux, c'est-à-dire qu'on a différents sites, on ne fait pas des liens entre ces sites. Hein. Il y a beaucoup de référenceurs qui le font encore aujourd'hui, c'est très mal. On ne met pas des liens footers entre ces différents sites, on n'essaie pas de les cloquer ou de les obfusquer également. Et on fait attention à ne pas avoir des sites qui demandent trop de temps de gestion, parce que effectivement, plus on a de sites, plus il faut passer du temps sur ces sites-là au quotidien, plus ça va poser problème. Et on néglige pas la qualité de l'hébergement. Après, du coup, on attend que ça rank, hein, pour générer du trafic, comme on a dit. Une fois que ça rank, eh bien, on peut monétiser, donc c'est le but de tout projet. Et là, je vais vous montrer donc un exemple perso assez rapidement. Du coup, j'ai plus beaucoup de temps. Ça, c'est un nom de domaine que j'ai racheté, donc très très belle métrique, donc avec des gros liens, un très bel historique, etc. J'ai remonté donc un site donc à base de WordPress sous forme de siloing thématique. Il y a de l'obfuscation de liens pour améliorer le maillage et dégager tous les liens qui viennent parasiter un petit peu le maillage interne. C'était un système de cache, le site est léger, rapide à charger, etc. J'ai travaillé l'identité visuelle, j'ai créé des personas pour chaque univers sur le site, chacun est spécialisé dans son univers. Il y a des réseaux sociaux qui sont actifs. J'ai fait 3 guides à plus de 10 000 mots pour justement traiter trois sujets. Il y a de la publication régulière, c'est du 1000 mots à chaque fois, c'est sémantiquement optimisé, et j'achète des liens pour pousser tout ça. Hop, j'appuie, non, oui, voilà. Est-ce que j'en ai pas sauté une? Non, c'est bon. Donc le nom de domaine m'a coûté 800 €. J'en ai eu à peu près pour 400 € entre design, logo, visuel. La rédaction sémantique, ce qui m'a coûté le plus cher, j'en ai eu pour 2000 €. À peu près 800 € de liens derrière pour repousser certaines pages. Et après, j'ai acheté des fans et des followers. Donc, quand je dis achat de fans, je suis passé par Facebook. Hein. J'ai fait des campagnes Facebook pour acheter des fans pour qu'il y ait de l'interaction derrière. Voilà, ça m'a coûté 4300 € de mise en place. On voit que clairement le nom de domaine, je l'ai racheté directement à un SEO. Je n'étais pas sur une plateforme d'enchères. Je l'ai payé 800 €, j'aurais pu le payer 2500, 3000 € si je l'avais chopé en enchères. Donc j'ai fait un super coup sur le nom de domaine. En termes de fonctionnement, l'hébergement, le plugin de cache, la rédaction de contenu régulièrement, l'achat de liens. En moyenne, ce site-là me coûte 184 € par mois en ayant lissé tout ça sur l'année. Aujourd'hui, le site, je vends un petit peu d'articles sponsorisés, j'en vends pas beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, il me rapporte à l'instant T 800 € par mois. Dans un an, ce site, via les articles sponsorisés, me rapportera 2500 € par mois. Et à cela, parce que mon site aujourd'hui n'a pas assez de visibilité, il ne rank pas assez, je ne peux pas pour l'instant le monétiser de d'autres façons. L'affiliation, la publicité, etc., ça serait un peu difficile. Mais dans un an, je sais qu'il rankera vachement bien. Et là, sur les 3 guides que j'ai, qui font à peu près 10 000 mots, qui commencent à bien se positionner, sur ces 3 guides-là, je vais mettre donc de l'affiliation vers différents services pour la création d'entreprise. Et donc là, je devrais rapidement débuter à partir de 200 € par mois, ça pourra monter. Mais un site comme ça, voici ce qui peut me rapporter sur une année. Donc rapidement, maintenant à peu près ça, mais rapidement, on peut être sur ces sommes-là. Donc pour moi, c'est un très bon investissement, on y passe du temps. Le nom de domaine, comme je l'ai dit, c'est le plus dur à trouver. La base de tout projet, c'est qu'il faut trouver le bon nom de domaine. Et aujourd'hui, c'est la guerre, hein. C'est sur les plateformes, etc. Pour choper un bon nom de domaine, c'est très compliqué. Mais quand on a un nom de domaine, on peut faire de belles choses derrière. Voilà, j'ai fini, je suis à peu près dans les temps. Maintenant, mais écoutez, je suis là pour des questions, n'hésitez pas. Ouais. Attends, il y a un micro qui est là-bas. Allô, allô. Voilà. Oui. Du coup, quand tu prends des noms de domaine expirés, qu'est-ce que ça rapporte de plus d'avoir un exact match domaine? Alors, si j'ai un nom de domaine qui répond. Alors, donc exact match domaine, c'est ce qu'on appelle, c'est un nom de domaine exact, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ça veut dire par exemple devis-travaux.fr. On est sur un EMD. Un expiré, peu importe que ce soit un nom de marque ou effectivement un EMD,
on a toujours le profil de lien. Un EMD, pour moi, ça peut être bien pour des sites, pour Amazon, MFA, on va se spécialiser dans une thématique, effectivement, un EMD peut être pas mal. Moi, personnellement, je préfère travailler toujours des noms de marque, parce que les EMD, ça marchait très bien il y a un petit moment, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais il n'y a pas forcément d'avantage aujourd'hui à passer par un exact match domaine. Moi, ce que j'attends surtout, en fait, c'est surtout le profil de lien du site. Si le profil de lien est vraiment très beau, je pars sur ce domaine-là, peu importe que ce soit un EMD ou pas, en fait. Ouais, j'ai une mini question sur un de tes slides. Tu mettais ne pas faire de 301 depuis d'autres domaines. Tout à fait. Par rapport à ça, enfin bon, il y a plein de raisons derrière, je pense, cette remarque. Mais tu penses à quoi comme risque? Parce que nous aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui viennent nous voir pour acheter du lien, et nous on leur propose toujours un audit. Quand ils viennent, on leur fait un audit, et on voit énormément de personnes qui rachètent souvent des SEO, qui ont un monosite, ils rachètent des domaines expirés, et ils vont tous ces domaines expirés les rediriger en 301 vers leur monosite. Et il y en a, ils arrivent avec 15 domaines expirés redirigés vers leur monosite. Du coup, ils vont hériter des encres de lien qui sont pas les leurs. Et ça reste un mauvais signal, et on l'a vu il n'y a pas très longtemps que Google a vachement pondéré les 301 parce que justement il y a beaucoup d'abus à ce niveau-là. Donc pour moi c'est un très mauvais signal de rediriger trop de domaines 301 en 301 vers un autre site. On peut le faire, on a le cas d'une marque. Aujourd'hui on a une marque qui s'appelle, je sais pas, peu importe, Toto.com. Effectivement on change de marque, il y a un rebranding au niveau de la société. On s'appelle Tata.com, effectivement on va rediriger Toto vers Tata.com. C'est normal, parce qu'il y a une marque qui disparaît, une autre qui existe, on redirige. Mais quand on se retrouve avec des noms de domaine expirés qui sont même pas dans la thématique du client, etc., qui sont redirigés en 301 vers le monosite, pour moi c'est un très 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 mauvais signal et je le déconseille fortement. Après ça dépend, mauvais signal pour qui, hein. Parce que je te dis ça parce que moi sur certains de mes sites je le fais comme un cochon. Et ben c'est très mal. Je sais que c'est très mal, mais ce que je vois c'est que derrière les bots Google ils passent beaucoup. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour indexer. Et puis derrière mon ranking il augmente pas, il baisse pas non plus. Par contre mes métriques pour certaines elles augmentent. Et dans le cadre du métier d'éditeur de liens, enfin d'éditeur de site pardon. Après, chacun achète sur ses critères, mais moi, ça me permet... mais chez nous, en tout cas, nous, on vient pénaliser les sites qui n'ont pas des encres naturelles. C'est-à-dire un site, il doit recevoir des encres par rapport à son nom de marque et son URL. Quand tu inscris ton site chez nous et tu as plusieurs sites inscrits chez nous, ben ces sites-là, bon, tu ne le sais pas forcément, mais quand tu as des encres qui remontent, qui ne sont pas forcément les tiennes et qu'elles sont trop présentes, tu prends un malus sur ton site parce que tu as des encres qui ne sont pas les tiennes. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est un mauvais signal d'avoir des encres qui ne sont pas les siennes, et c'est un mauvais signal d'avoir trop de domaines. Après, tu peux en avoir un ou deux éventuellement, mais quand on a une dizaine, et on a souvent le cas de clients qui arrivent avec beaucoup de domaines expirés. Tu mesures le fait qu'ils soient en follow ou pas pour les... Non. Ouais. Parce que moi, pareil, je me prends régulièrement des campagnes de négative SEO plus ou moins crades, avec des mecs qui me polluent monstrueusement en fait mes encres. Pour le coup, tout est en no-follow, donc... Tout à fait. Après le spam, on arrive à l'identifier. Le spam, c'est non voulu. Le spam, tout le monde en reçoit aujourd'hui. Hein. On est complètement pourri par le spam. Mais Google aujourd'hui est assez intelligent pour le voir. On le voit bien que des sites qui ne reçoivent pas de spam, qui en reçoivent d'un coup, ne sont pas pénalisés. Il n'y a aucune incidence sur leur site. Nous, tous les gros sites qui sont chez nous, automatiquement, ils en reçoivent. Automatiquement, on est vraiment pourri par ça. Il n'y a aucune incidence. Par contre, un domaine en 301 redirigé, c'est pas la même chose. Ça, s'il y a une action manuelle du propriétaire du site pour le faire, c'est pas pareil. Le regard n'est pas le même en tout cas. Voilà. On a une question d'un internaute qui pose le sujet suivant, en fait, c'est qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue légal du sponsoring d'articles? Au point de vue légal, c'est toujours plus ou moins délicat dans la façon dont on le fait. Aujourd'hui, on nous demande de mentionner en bas des articles sponsorisés. Il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. On doit justement mentionner si l'article a été acheté et si le lien est acheté ou pas. Google a sorti également, Michael tout à l'heure en a parlé, il y a eu les fameuses balises de Google qui vont permettre justement d'identifier ça, mais nous on voit bien que personne ne le fait parce que ça reste dangereux de dire aujourd'hui je vends du lien. Donc on est toujours un petit peu borderline avec ce qui est toléré. Aujourd'hui, Google n'est pas la loi. Google n'est pas la loi. Donc ce que nous impose Google, on peut le respecter ou pas, on n'ira pas en prison pour ça.
Après, il y a différentes façons de le faire. Nous, on essaie de faire des contenus qui soient assez informatifs pour justement les internautes. Et quand un contenu est assez informatif et qu'on va mettre un lien dedans, que l'article est intéressant, etc., il n'y a pas trop de soucis. Après, quand on fait des articles qui sont trop sponsorisés et qui vont vraiment faire l'éloge de l'annonceur, effectivement, là, ça peut être dangereux. Il vaut mieux mettre un lien qui ne soit pas suivi ou qui soit tagué par les nouveaux attributs de Google. Ouais, je vais juste faire une petite précision. Comme tu l'as bien dit, Google n'est pas la loi, donc tout ce qu'il a donné là comme consigne, c'est les consignes de Google. Au niveau légal, je pense qu'il n'y a absolument rien qui est défini aujourd'hui. N'importe qui peut faire de l'article sponsorisé au niveau légal, niveau avocat, juridique. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tout à fait, voilà. Je pense qu'il y avait encore une question dans le fond. Oui. Dernière question, on fait notre petit jeu après et on enchaîne sur le cocktail. Cocktail. Ouais, du coup, je travaille avec toi sur Same Juice. Et qu'est-ce que tu fais sur les briefs des clients qui justement demandent un article sponsor et qui, à l'intérieur du brief, ne mettent qu'un seul lien Alors, nous, on essaye souvent on les recontacte, c'est-à-dire on leur dit attention, l'article est trop promotionnel, ça peut être dangereux pour vous. Il vaut mieux avoir un article informatique qui va traiter un sujet. On vient mentionner donc l'annonceur au travers de l'article. Donc on va l'informer que c'est pas forcément bon. Si y en a un de temps en temps, c'est pas trop grave. Après, si vraiment il veut se focaliser là-dessus, ben il aura le site partenaire en fonction. C'est-à-dire nous, on a un algorithme qui va associer les sites, mais on a des partenaires qui sont plus ou moins regardants. Et le super blog très quali, etc. Il en voudra pas. Donc automatiquement, ceux qui demandent des articles trop sponsorisés, trop promotionnels, trop agressifs en termes de SEO, vont se retrouver sur des sites qui sont moins regardants. Donc d'où l'intérêt d'avoir un brief qui soit pertinent et pas trop promotionnel pour se retrouver sur les meilleurs spots en fait. Voilà. Et puis nous en fait on propose les briefs et les annonceurs à nos partenaires. Ils ont la possibilité de refuser. Et s'ils refusent, ben on descend en cascade à chaque fois sur des sites de moins en moins bien. Je sais qu'il y en a un qui l'accepte en fait. Ouais. Une question ici, non ? Non, je peux voir une main levée, non ? Plus de questions ? Non, plus de questions. Parfait.